Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de novembre. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. C'est Martin Lafrenière de la chaîne YouTube de la Zone Jeux de Société qui vous souhaite un joyeux, mais très joyeux temps des fêtes. Et attendez, c'est très important, hein? Ça me prend quand même mon accessoire que je m'étais préparé pour le temps des fêtes. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien dans votre coin de pays. Ben oui, c'est déjà le temps des fêtes 2023, c'est déjà le temps de faire le tour de ce qu'on a joué pendant toute l'année 2023 et de se préparer pour le prochain coup de cœur où habituellement, me semble que David il nous demande de donner notre coup de cœur, mais aussi de nous donner notre coup de cœur de l'année 2023. Fait qu'il faut déjà commencer à réfléchir. Et là, je dis ça à tous les autres collaborateurs. J'espère que vous m'écoutez, hein, parce que je suis le premier du segment. Fait que d'habitude, on va faire le jeu du téléphone, puis on va essayer de s'assurer que tout le monde puisse avoir cette information. Fait que je vais réfléchir à ça, mais en attendant, il faut vous parler du mois de novembre. Mois de novembre, j'ai joué énormément de jeux. J'ai même fait sur ma chaîne un 16 heures dans lesquelles j'ai joué, je pense, plus de jeux dans cette journée-là que je pense j'en avais joué pendant tous les 2 mois précédents. Ça a quand même été un mois qui a été rempli de plein de magnifiques expériences ludiques. Mais j'avais pas vraiment le choix, je pense, de donner mon coup de cœur du mois à Voidfall de la compagnie Mindclash Games. Voidfall qui est un gros jeu catholique. J'ai la boîte galactique, moi, de mon côté, mais vous pouvez facilement l'avoir en version retail et ça fonctionne très bien. C'est sûr qu'il n'y a pas les vaisseaux en plastique, il n'y a pas les game trays à l'intérieur, mais le jeu demeure le même. Et oui, Voidfall est un jeu qui m'a beaucoup impressionné, qui a cette fameuse complexité que l'on reconnaît beaucoup dans les jeux de Mindclash Games, que ce soit Anachronie, que ce soit Trickerion, que je n'ai toujours pas essayé, que ce soit Cerebria, qui sont tous des jeux qui amènent une certaine complexité, mais une fois que tu as fait ta première partie, tu comprends très bien comment ça fonctionne. C'est un jeu qui est un 4X, mais c'est un 4X qui fonctionne avec un système euro de gestion de ressources. Où on va devoir bien calculer, hein, c'est un jeu qui est très calculatoire, bien calculer nos coûts, bien calculer nos actions afin de pouvoir justement accomplir la mission qui est de gagner la partie. On peut y jouer en solo, on peut y jouer en multijoueur, on peut y jouer coopérativement, on peut y jouer compétitivement. C'est à vous de décider comment vous voulez faire. Le jeu, pour l'instant, j'ai fait des parties en solo, j'ai fait des parties à 2 joueurs et ça a été tous de magnifiques expériences. C'est un jeu qui, je pense, prend tout son sens lorsqu'on refait des parties, lorsqu'on essaie de s'améliorer. En tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience de Voidfall. C'est pas un jeu qui est parfait, c'est un jeu qui est très long à mettre en place, c'est un jeu qui est très long à enlever. C'est aussi un jeu qui a un système de combat que certains vont aimer, d'autres vont peut-être moins apprécier. Mais moi, de mon côté, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Avec Tamashii Voidfall, je vous dirais que c'est des belles expériences ludiques que j'ai eues en 2023. Alors voilà, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël. J'espère que vous allez pouvoir bien vous reposer. Et une chose est sûre, c'est qu'on va se revoir en 2024. En tout cas, moi, je vais y être. Alors voici, c'est la fin de mon segment et on passe à la prochaine personne. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et waouh, ça fait du bien d'être de retour dans ce segment des coups de cœur du Prof Board Game. Et pour le mois de novembre, je vous parle de SideQuest Nemesis. Waouh, vraiment un petit jeu très cool. Alors, SideQuest, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, environ 60 minutes la partie. Ça peut s'étirer jusqu'à 90 minutes, je dirais. C'est un jeu coopératif.
C'est un jeu de type jeu d'évasion dans une boîte. C'est un jeu dans lequel on va retrouver de la logique, de l'observation, de la manipulation, de l'association. On va même retrouver des éléments de décor en 3 dimensions. Alors ceci n'est pas un spoil, ça fait partie de la mise en place du jeu. Alors des des éléments de décor en 3 dimensions qu'il va falloir observer et qu'il va falloir explorer. Alors ça représente ici une pièce dans un vaisseau spatial qu'on va devoir explorer, mais pour ça il faut d'abord réussir à s'y rendre et à pénétrer à l'intérieur. Alors dans SideQuest Nemesis, on se retrouve dans l'univers bien connu de Nemesis. Donc on a un partenariat entre Awaken Realms et l'éditeur ici Pixie Games et Board & Dice. On retrouve l'ambiance aussi de Nemesis. Vous n'avez pas besoin d'avoir le jeu de base de Nemesis, la grosse boîte et tout. Non, non, seulement cette petite boîte et vous êtes prêt à jouer. C'est vraiment cool. La façon que le système des énigmes, de résolution d'énigmes est bien pensé, c'est unique. Le type d'énigme aussi, le sentiment de progression, il y a même de l'exploration dans le jeu. C'est vraiment très, très cool. Et vous devez savoir qu'il existe aussi, si j'arrive à l'atteindre, une autre boîte dans un autre univers. Alors, chaque boîte de SideQuest va vous permettre d'explorer un autre univers. On a ici Seven Seas, où on va incarner des pirates qui explorent les 7 mers, mais je n'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer. C'est pourquoi moi, je vous parle surtout de Nemesis, mais vraiment, j'ai trouvé que la thématique était bien implantée. On ressent bien les mêmes émotions que dans Nemesis. On a certains choix à faire, plusieurs dénouements possibles. Bref, c'est vraiment très, très cool. C'est mon coup de cœur du mois. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur. Alors premièrement, merci David pour cette belle invitation. Je sais que j'ai pas été très assidu au courant des derniers mois, mais je suis de retour en force parce que mon coup de cœur du mois, c'est le jeu Les Aventuriers du Rail, Légende de l'Ouest. Alors Légende de l'Ouest est une grosse boîte parce qu'il nous offre un jeu des Aventuriers du Rail à la sauce Legacy. Alors, qu'est-ce que c'est un Legacy, si jamais vous ne le savez pas? Eh bien, c'est un jeu qui va évoluer à travers le temps. Donc oui, on va manipuler le matériel, peut-être abîmer des choses. Et là, je vois certaines personnes grincer des dents, oh, c'est pas facile. Non, c'est une expérience absolument unique. Et n'importe qui va se demander, ouais, mais j'ai pas envie de briser mon jeu. Vous ne brisez pas votre jeu. Vous créez votre propre version avec une aventure vraiment incroyable. Alors, je ne vais rien divulgacher de cette aventure. Je suis présentement rendu à la 11e partie sur 12, ne vous en faites pas, après avoir joué, vous avez quand même une version spéciale du jeu que vous pouvez jouer. Donc c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, c'est un jeu qui est un classique moderne, je pense, j'ai énormément joué dans le temps, et lorsque j'ai vu le jeu arriver, je me suis dit tiens, il faut absolument que je le fasse avec mon ancien coloc, donc j'ai joué seulement à 2 joueurs, parce que le but était de compléter le Legacy, chose qui m'arrive plutôt rarement, et là je suis à une seule partie de terminer cette belle aventure, donc j'ai vu plusieurs twists intéressantes, j'ai trouvé que le jeu nous gardait en haleine, et j'ai vraiment apprécié mon expérience, et si jamais vous dites, j'étais hésitant, je sais pas si c'est pour moi les Legacy, c'est important de vivre l'expérience au maximum. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Mais sinon, je vais quand même en profiter parce que j'ai manqué quelques mots pour donner un autre petit coup de cœur. C'est le jeu Raising Robots. Alors, Raising Robots, c'est ma sélection spéciale, si on veut. C'est un jeu qui est littéralement le bébé de Wingspan et de Race for a Galaxy. Un jeu de construction de tableaux, de sélection d'actions, avec de la gestion de ressources. C'est vraiment un jeu dans mes cordes. Alors, c'est un projet Kickstarter qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Le jeu offre plusieurs éléments très intéressants et j'ai énormément aimé le jeu. C'est pour ça que c'est mon duo de coup de cœur du mois. Alors, j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, profitez du temps avec les gens que vous aimez, profitez-en pour vous asseoir, décrocher un peu des écrans, décrocher de votre cellulaire et vous asseoir devant une belle table de jeu afin de partager des beaux moments en famille. Donc, je vous souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes à tout le monde et également à tous les autres intervenants ludiques qu'on retrouve dans la vidéo. Je trouve ça vraiment super de voir qu'on a une belle communauté comme ça, une communauté vibrante, une communauté qui aime son hobby et c'est quelque chose de vraiment fantastique. Je me sens très choyé, très, très heureux de pouvoir participer au paysage ludique. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de super. Et là-dessus, je vous en suis très reconnaissant. Donc, joyeuses fêtes! Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci encore au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois, cette fois-ci, le mois de novembre 2023. J'ai choisi pour ce mois-ci
Apiary, le tout nouveau jeu de chez Stonemaier Games. C'est pas un jeu de Jerry Stegmaier, c'est vraiment une nouvelle designer qui s'appelle Connie Vogelman. C'est un jeu standard, Eurogame, moyen, mais très, très, très intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un jeu de placement d'ouvriers. Vos ouvriers, ce sont des abeilles qui vont aller faire des actions à différents endroits, mais vous ne bloquez personne. Alors, si quelqu'un vient faire la même action que vous, après, votre abeille, elle est poussée et elle vous revient. Et comme c'est fait comme un petit dé, elle passe de 1 à 2, ou de 2 à 3, ou de 3 à 4, et prend en puissance pour vous faire des actions qui sont toujours plus intéressantes à faire. Les actions sont plus fortes, et c'est un système où vous allez aller chercher des ressources, vous allez devoir retrouver de nouvelles abeilles pour travailler parce que lorsqu'elles arrivent à 4, elles vont hiberner. Il y a des petites majorités dans certains endroits. Il y a des fermes à construire pour stocker davantage de ressources que vous allez avoir trouvées dans la galaxie sur différentes planètes. Il y a un endroit pour échanger des ressources, mais il y a surtout un endroit pour construire votre essaim d'abeilles. Et ça prend du miel. Et le miel, c'est une des ressources les plus difficiles à trouver dans ce jeu-là. C'est bien fait, la production est magnifique comme toujours, et le jeu est assez challengeant. Vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, parce que des fois, vous dites, si je fais cette action-là, ça va bénéficier beaucoup trop à mon adversaire. Alors, si vous êtes le genre de joueur qui va se soucier de ce que les autres font, bien, vous allez trouver une nouvelle profondeur à ce jeu-là, parce que probablement que vous allez devoir vous demander est-ce que je fais est bon pour moi, mais est-ce que ça bénéficie trop aux autres? Et ça, c'est pas dans tous les jeux qu'on voit ça. C'est quand même très intéressant à ce niveau-là. On ne bloque pas personne, mais on peut royalement les aider en les poussant pour ramener vers eux une abeille qui deviendra plus forte et capable de travailler plus. Le jeu est assez rapide, la fin peut se précipiter dans les derniers tours. Il n'y a pas un nombre de tours fixe, alors à un moment donné, quand les abeilles ont hiberné suffisamment et que tous les endroits sont pleins, eh bien, ça déclenche la fin de la partie et des fois, vous n'aurez pas eu le temps de tout faire ce que vous voulez. C'est intelligent, je vous le dis encore, et moi, je vous le conseille fortement. Essayez Apiary de chez Stonemaier Games. C'est mon coup de cœur du mois de novembre. Notre coup de cœur du dernier mois va à Cat in the Box, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de pli super original. Ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu de pli, c'est que, admettons que je commence la main avec un 3 bleu, mais c'est le joueur qui va mettre la carte bleue la plus élevée qui va remporter le pli. Ici, le principe qui est original, c'est que les cartes n'ont pas de couleur. Et pour déterminer les couleurs, ça va être un plateau central qui a tous les chiffres de toutes les couleurs. Et si, par exemple, je voulais jouer mon 3 bleu, il faut que le 3 bleu soit disponible sur le plateau et je vais mettre mon jeton dessus pour le réserver. Donc, il n'y a plus personne qui peut jouer cette carte-là. Ce principe-là, il va avec une stratégie aussi qui est vraiment le fun parce qu'au début de la manche, il va falloir estimer combien de plis qu'on pense gagner. Puis si on réussit exactement le nombre de plis qu'on gagne, on va avoir le droit de faire un deuxième décompte de points. Et le décompte, c'est selon les jetons qu'on met dans le plateau central, les jetons adjacents. Notre plus gros groupe, ça va nous donner nos points. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'il y a plusieurs petites stratégies puis des sous-stratégies aussi. Ça rend le jeu vraiment intéressant, facile à prendre en main aussi. Donc, c'est un très bon jeu qui est Cat in the Box. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de novembre, c'est Great Western Trail, Nouvelle-Zélande. C'est le 3e volet de cette série de jeux-là. Donc, celui-ci va se passer, comme le titre l'indique, en Nouvelle-Zélande. Contrairement aux deux autres, dans celui-ci, on va faire la traite de moutons. Puis, en plus de ça, on a comme une nouvelle façon de faire de l'argent là-dedans, c'est de tondre les moutons puis vendre la laine. Donc, c'est le même principe, hein, les trois sont identiques. Là, on va se promener au travers là, la Nouvelle-Zélande, puis pour se rendre jusqu'à la capitale, dans celui-ci, c'est la capitale de Wellington, pour vendre les moutons. Puis aussi, avec ça, on peut aller les porter dans les entrepôts, dans les îles. Un petit peu comme l'extension là, de la deuxième édition, Trails to the North, celui-ci vous offre, là, inclus dedans, un deuxième plateau, dans le fond, qui va au nord, puis pour qu'on puisse là, se promener en bateau pour aller porter ou vendre ces moutons-là à ces endroits-là. Celui-ci aussi, aux distinctions, qui focus aussi pas mal plus sur le deck building que ses deux prédécesseurs. Donc avec ça, on peut aller à certains endroits, puis on peut ajouter des cartes dans notre deck qui va nous aider en nous donnant des ressources. Puis aussi, on a un 4e travailleur qui est un tondeur. Bien, c'est celui-ci qui va nous permettre de tondre les moutons puis faire de l'argent avec ça.
Donc, bref, grosso modo, je ne peux pas vous dire vraiment grand-chose de plus. C'est vraiment là, Great Western Trail à son meilleur. Il y a des mécaniques un petit peu différentes avec la laine. Le deck building qui est plus important. Pour le reste, là, c'est pratiquement le même système. Donc, c'est que du bon sur celui-ci. J'ai pas essayé les deux premiers, donc je peux pas vraiment comparer lequel qui serait mon préféré là, personnellement à moi. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai attendu avant d'acheter un des trois pour savoir, là, regarder des reviews, savoir lequel serait le mieux pour moi. Puis dans tout ce que j'ai vu, celui-ci est sorti vainqueur dans ma liste à moi, puis je l'ai dans ma collection. Mais je vous dirais que tout bon ludothèque devrait avoir au moins une des trois itérations parce que ce jeu-là est magistral. Donc, mon coup de cœur pour le mois de novembre, Great Western Trail, Nouvelle-Zélande. À bientôt tout le monde! Hello tout le monde, c'est Mims pour la chaîne On Joue Tu. Merci David, et puis désolée, je ne suis pas la personne la plus assidue pour ces coups de cœur. Mais là vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur au mois de novembre et je pense que c'est important que je vous en parle. Il s'agit d'Heredity. Alors j'en ai fait une vidéo sur la chaîne On Joue Tu si vous voulez plus de détails. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu narratif et d'exploration pour 1 à 4 joueurs. Un jeu donc coopératif, plutôt accessible, en tout cas en termes de règles et en termes de difficulté. Maintenant, peut-être pas accessible en termes familial, hein, parce que ça reste un thème plutôt sombre et difficile. Je sais que le jeu est disponible en France, en Suisse et en Belgique actuellement. Il est sorti tout récemment. Au Canada, il devrait arriver un tout petit peu plus tard, je crois l'année prochaine. Donc gardez l'œil ouvert, surveillez-le parce que vraiment, si vous aimez les jeux narratifs, les jeux d'exploration, les jeux coopératifs ou les jeux solo, vraiment, on a là une trame narrative qui est exceptionnelle, une histoire que j'ai vraiment trouvée prenante. Avec ce côté exploration un petit peu à la 7e continent. Alors attention, ne partez pas pour ceux qui n'aiment pas ce jeu, c'est pas le même jeu, c'est des campagnes, enfin des scénarios beaucoup plus courts. On est sur 2 à 2h30 de partie. La totalité de la campagne fait environ 12 à 15 heures. Donc c'est vraiment pas un gros jeu qui va traîner en longueur. Donc si vous aimez ce genre de jeu, vraiment, allez-y, surveillez sa sortie. Et puis si vous êtes en France, en Suisse ou en Belgique, pensez peut-être à ça pour Noël. Allez, je vous dis à bientôt. Merci Prof Board Game. Et puis, belle fête de fin d'année à vous. Ave les gamers, c'est Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Merci encore à David de l'invitation. Et pour novembre, mon coup de cœur sera Nova Roma, le petit dernier de Stan Kordonski. Donc c'est un jeu euro de type salade de points où tous les chemins peuvent mener à la victoire. Il y a beaucoup de mini-jeux sur le plateau. Là. On peut faire des contrats avec nos bateaux, on peut faire des courses de chars, on peut développer notre villa, augmenter notre influence à Rome, accumuler différentes ressources. Donc il y a comme beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut pas tout faire, il faut essayer de se spécialiser. Puis ce qui le rend intéressant, en fait, c'est son mécanisme de sélection d'action. C'est que quand c'est notre tour, on va placer un pion dans une espèce de grille là, qui est séparée en colonne puis en rangée. Puis dans le fond, on va faire l'action de la colonne et de la rangée où est-ce qu'on a placé notre pion. Mais si au tour suivant, j'arrive et que je place un deuxième pion dans la même rangée ou colonne, ben, cette action-là va être plus forte. Dans le fond, la force de l'action dépend du nombre de pions que j'ai dans cette ligne-là. Puis on a un jeton de César qui va, dans le fond, booster la force de l'action de tous les joueurs. Donc quand on arrive au troisième tour du round, ben, on se pilonne un peu sur les pieds pour essayer d'aller chercher les actions qui sont les plus payantes. On essaie d'enchaîner les combos pour se donner des plus grosses actions. Puis c'est un jeu qui est très standard. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans d'autres jeux, mais qui sont bien remélangées dans ce jeu-là. Puis il est super facile à en prendre en main. Là. Il y a plein d'icônes sur le plateau, puis c'est super clair quelle action fait quoi. Puis vraiment, c'est facile à prendre en main, c'est pas long à jouer. Puis là, on arrive à la fin, puis on peut dire Vini, Vidi, Vici. Donc, mon coup de cœur pour novembre, Nova Roma.
Donc en terminant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. J'espère que ça va être plein de parties de vos jeux préférés. Puis on se revoit en 2024. Salut tout le monde, c'est Antoine de Balado Ludique. Donc, ça fait 3 mois que j'ai pas fait le coup de cœur du mois de David. Je m'excuse, j'étais très occupé, donc avec le lancement de mon jeu et tout. Donc, mais je reviens en force. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter le jeu Harvest. Harvest, qui est un petit jeu japonais, comme à mon habitude, donc j'adore les petits jeux obscurs japonais. Celui-ci est vraiment très spécial, en fait. Vous allez avoir chacun un petit plateau comme ça. En fait, donc c'est un jardin. On va essayer de planter des légumes et on va placer donc les jardins de tout le monde comme ceci dans une configuration selon le nombre de joueurs. Donc, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va avoir des cartes comme ça en main. Donc, des cartes de légumes, des laitues, des tomates, des maïs. Regardez ça, comment ils sont cute en plus. Regardez la petite tomate. Donc, c'est ça, l'idée, ça va être de placer une carte sur le plateau, donc dans la grille du plateau, à chaque tour. Et si on réussit à faire des lignes continues de 3 pareils, donc c'est comme un jeu style Bejeweled ou Candy Crush pour ceux qui connaissent. Donc, aussitôt qu'on réussit à compléter une ligne de 3 du même légume, les joueurs vont ramasser les légumes qui sont sur leur jardin. Donc, évidemment, vu que le jardin est seulement 2 par 2 et on doit faire les lignes de 3, bien, on n'aura pas le choix de jouer chez les voisins. Donc, on va être obligé de donner des points à nos adversaires de temps en temps. Mais, c'est là que rentrent aussi les points négatifs, parce que oui, il y a des petites cartes négatives, parce que ça a l'air d'un jeu tout gentil, tout mignon, comme la boîte peut l'indiquer. Mais en fait, c'est un jeu qui est extrêmement vicieux. Donc, ça n'a pas l'air de ça du tout. C'est un jeu avec plein d'interactions entre les joueurs et donc les VCPM sont très élevés. Donc, on parle des vochiers par minute. C'est vraiment un jeu avec beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues et d'interactions entre les joueurs positives, négatives. Il peut y avoir de la négociation, on peut avoir des coups bas, mais c'est un petit jeu qui dure seulement 10 minutes. Donc, c'est très, très condensé et c'est un petit bijou. L'histoire de ce jeu-là, à la base, c'est un jeu qui date de 1992, mais qui vient d'être édité au Japon par la compagnie 4Games. 4Games, en fait, c'est, je pense, un de leurs premiers jeux. Donc, c'est un tout petit éditeur. En ce moment, il est disponible seulement sur Amazon Japon, si jamais vous voulez vous le procurer. Mais il devrait avoir sa version française d'ici 1 ou 2 ans. Donc, je sais qu'il a été signé à l'international par un éditeur quelconque. J'en ai aucune idée c'est qui, malheureusement. Mais c'était mon coup de cœur du mois, Harvest. Bonjour tout le monde, ici Eric. De retour après quelques mois d'absence, j'avais envie de vous présenter mon coup de cœur du mois. Il s'agit de Turing Machine. Donc, Turing Machine est un jeu de déduction mathématique qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est des parties quand même assez rapides. Là, on parle entre 15 et 20-25 minutes là, pour une partie environ. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu de base, là, il y a une vingtaine de scénarios, mais avec l'application qui est gratuite, vous avez accès à des milliers, voire des millions de possibilités de scénarios. Donc, c'est assez infini au niveau de la rejouabilité. Donc, c'est un peu complexe à expliquer c'est quoi Turing Machine, mais grosso modo, vous allez devoir tenter de deviner un code à 3 chiffres, un chiffre bleu, un chiffre jaune et un mauve. Donc, vous allez devoir essayer des combinaisons et interroger la machine pour voir si le code que vous avez respecte ou non les arguments de la machine. Donc, c'est un peu abstrait comme ça, mais après déjà une partie, on comprend déjà beaucoup plus comment ça fonctionne et on a le goût de réessayer pour tenter de découvrir le code. Donc, vous allez jouer, si vous jouez seul, vous devez tenter de battre la machine et si vous jouez contre d'autres personnes, en fait, vous devez tenter de trouver le code en le moins d'arguments possible. Donc, pourquoi j'ai aimé ce jeu-là? C'est que, premièrement, c'est venu chercher mon côté mathématique, mon côté cartésien. Donc, c'est loin d'être un escape game, mais ça me rappelle un peu ça dans le sens où vous devez vous creuser les méninges, vous tentez de trouver la solution, vous prenez des notes, vous biffez des choses pour vous dire, ok, c'est pas ça, puis vous continuez à creuser. Donc, vraiment, là, ça qui vient me chercher.
C'est des parties quand même assez rapides. Donc, un soir de semaine, là, c'est pas compliqué de sortir Turing Machine, se faire 2-3 petites parties. Donc, ça, on apprécie ça. Le fait qu'il y a un mode solo aussi. Donc, c'est ça, vous pouvez tenter de battre la machine. Fait que ça aussi, c'est super intéressant. Vous réussissez à voir là, si vous performez mieux ou non. Donc, tout ça fait en sorte que Turing Machine est un jeu qu'on garde pas loin, qu'on sort souvent, que j'ai envie de montrer à plein de monde aussi. Donc, on a beaucoup de plaisir à y jouer. Ça prend un profil quand même assez mathématique, par contre, je vous dirais. Mais pour ceux qui aiment ce genre-là, là, il y a beaucoup de plaisir à avoir avec Turing Machine. Donc, je vous le remonte comme ça ici. C'était mon coup de cœur du mois. Donc, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 19h51, je dois rendre ma vidéo à 20h, je viens d'y penser. Donc désolé David pour la dernière minute. Bref, mon coup de cœur du mois, c'est le jeu Ancient Knowledge. Je ne sais pas si vous avez déjà joué, mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je dirais que c'est un niveau Wingspan en termes de complexité, si vous voyez un peu. Donc ça ressemble un peu à un certain degré dans le sens où on a des cartes qui nous font différents bonus, pouvoirs, etc. Puis on essaie de faire une collection, mais la particularité du jeu, c'est que à chaque fois qu'on va poser une carte, elle va tranquillement s'en aller vers l'oubli, si on veut. Donc elle sera plus effective. Donc, l'idée, c'est de placer les cartes aux bons endroits, au bon moment, pour pouvoir en profiter au maximum avant qu'elles passent de l'autre côté. Puis, évidemment, il y a des synergies entre les cartes. Donc, si on a des cartes qui tombent dans l'oubli, on gagne des bonus, etc., etc. Donc, c'est ça. Puis, sinon, sur le côté thème, c'est l'idée civilisation humaine au sens large, avec les savoirs qui tombent tranquillement dans l'oubli. Donc, voilà. Je vous invite à tester. C'est 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueuse. Puis, sinon, c'est assez facile, assez simple à mettre en place. J'ai bien apprécié. J'ai pu faire quelques parties, puis à chaque fois, c'était bien sympa comme expérience. Donc voilà, Ancient Knowledge. Je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes découvertes après moi. Puis sinon, à la prochaine. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Niki, Danny de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, on se joint, ça fait longtemps, mais on se joint au professeur Board Game et à nos amis YouTubers pour faire notre coup de cœur du mois de novembre 2023. Après une longue absence, on est très content d'être de retour. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on n'est seulement que 3. Steve Noël n'est pas avec nous, notre compatriote. Il s'est blessé à l'épaule. Oh, il est tombé sur une plaque de glace. Et voilà, c'est pas mal quelque chose qui arrive ces temps-ci, mais rassurez-vous, on a une personne qui, à pied levé, a décidé de remplacer Steve Noël et ce sera le Père Noël. Alors, bonjour Père Noël, bienvenue avec nous pour les coups de cœur du mois de novembre de la chaîne du professeur Board Game. Et sans plus tarder, parce que notre temps est compté, on va commencer tout de suite avec mon coup de cœur du mois de novembre et mon coup de cœur du mois de novembre et le jeu Knar, avec 2 R à la fin. Donc, il faut insister sur le R. Donc, un jeu de viking. Un tout petit jeu, hein, assez simple. On peut voir ici avec la page Board Game Geek, là, c'est 30 minutes. Puis, je dirais que j'ai joué plusieurs games. Quand on joue à 2 joueurs qui savent jouer, là, on clenchait des games en 20 minutes. Et je trouve ce petit jeu-là fort sympathique. Je vais essayer de vous montrer des images pendant que je parle. C'est toujours un défi quand je dois faire les deux. Mais c'est un jeu où on va avoir une espèce de tableau où on va recruter des vikings qui vont avoir chacun des couleurs et des petits pouvoirs qui sont assez simples. Mais quand on va recruter un viking de la même couleur, tous les vikings de cette couleur-là vont comme s'activer. Et ils vont chacun activer leur pouvoir. Fait que là, on va avoir une espèce de petit engine building vraiment intéressant. Et à notre tour, soit on recrute un viking pour faire les pouvoirs, pour générer notre machine de production de bijoux ou de, comment ils appellent, les recrues, les petits vikings. C'est ça exactement. Peut-être faire des points aussi ou de la réputation, des choses comme ça. Ou sinon, on peut aussi aller conquérir une espèce de pays lointain et de ramener ça sur notre plateau pour avoir une espèce de zone de production aussi différente qu'on va pouvoir faire produire avec les bijoux qu'on va avoir accumulés. Donc, à la fin de notre tour, on va pouvoir défausser des bijoux pour activer, selon le nombre de bijoux qu'on va avoir fait, 1, 2 ou 3 lignes dans lesquelles il y a plein de bonus qui s'accumulent. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jeu-là est
super simple. Je trouve que les illustrations sont belles, c'est efficace, puis c'est rapide. J'ai eu du plaisir à jouer à 3 à 4 et j'ai joué beaucoup aussi sur BGA. Personnellement, c'est mon coup de cœur. Je ne sais pas si vous l'avez essayé puis vous l'avez trouvé intéressant, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. On l'a un peu essayé. On l'a pas mal animé aussi. Vous l'avez un petit peu animé. À plein de gens. Mais oui, c'était un excellent choix. Si vous cherchez un petit jeu simple, un petit peu d'engine building dedans, une course au point, le premier qui fait 40 points, ça termine la partie. Donc, c'est très rapide, très efficace. Regardez ça, Knar. Alors, on est rendu au coup de cœur de Nikki. Oh, c'est moi? Oui, c'est toi. La mère Noël. La mère Noël. Et oui, c'est mon petit chapeau pour accompagner le Père Noël. Il n'y a aucun lien avec Steve Noël. Non. Juste avec le Père Noël. Donc, mon coup de cœur pour le mois de novembre, c'est le jeu Endeavor, l'âge de la voile en français, Age of Sail en anglais. C'est un jeu, je pense, qui remonte de quelques années. Ce n'est pas une nouveauté. Je crois que c'est 2018, là, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Exactement, la réédition 2018. Exactement. C'est un jeu qu'on a redécouvert, qu'on a ressorti dépoussiéré récemment avec des amis. Puis on est retombé, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que toi aussi, Dan, on est retombé en amour avec ce jeu-là. On l'a ressorti depuis plusieurs fois. Donc, c'est un jeu de majorité en fin de partie, mais au niveau de la dynamique, de la mécanique, bien là, on va avoir des actions à faire à chaque tour où on va pouvoir, autant recruter un nouveau bâtiment, on va pouvoir aller chercher des ouvriers, on va devoir en payer pour pouvoir réutiliser, les dégager de nos bâtiments pour pouvoir refaire des actions. Tout ça avec un paquet de petits tokens qui vont nous permettre d'avancer sur les différentes tracks. Donc, on est un peu dans les arbres, pas de technologie ici, mais quand même des pistes à faire évoluer. Et tout ça dans une idée de marquer le plus de points de victoire, donc d'aller chercher certaines majorités, d'aller chercher aussi plein d'emplacements qui vont donner davantage de points de victoire dans un jeu qui se joue en 8 manches. Et clignez pas des yeux parce qu'au début, vous allez vous dire juste 8 manches. À moitié de la partie, vous allez dire « Oh, vraiment, juste 8 manches ». Puis les 2 derniers tours, tout va se mettre en place, puis on va avoir l'impression que ça aboutit bien, finalement. Il y a une belle fluidité, donc dépoussiéré et coup de cœur pour le mois de novembre. Coup de cœur pour le mois de novembre. Et il est aussi dans notre vidéo des meilleurs jeux de tous les temps. Petit spoiler. Donc, puis et j'ai joué... et j'ai joué en fin de semaine, pas plus tard qu'en fin de semaine. J'ai rejoué moi aussi à cause de notre vidéo des meilleurs jeux de tous les temps. Et tabarnouche que ça vieillit bien, c'est encore excellent, c'est vraiment le fun. Quel bon choix, quel excellent jeu. C'est maintenant au tour de Danny. Danny, vers où tu nous amènes? Je vous amène dans l'espace sur une lune qui s'appelle Titan. Titan est la lune que vous allez coloniser dans le jeu Humanity qui vient tout juste de sortir et de tomber dans les boutiques pendant le mois de décembre que vous écoutez la vidéo. C'est quand même plaisant, après le nombre d'années qu'on voit des jeux de société, de voir encore des nouvelles mécaniques qui s'incrémentent dans les jeux. Dans Humanity, en fin de compte, on a une grue qui va tourner en rond et c'est un worker placement à proprement dit avec des valeurs. Donc, notre worker peut avoir des valeurs 1, 2, 3, 4 et on va tourner pour augmenter les valeurs de notre personnage. On va être capable de le placer sur la roue dans l'essence des aiguilles d'une montre pour obtenir soit des modules ou soit des morceaux de fusée. On peut construire une fusée en 3 étapes ou faire un module. Et là, on va vraiment développer notre terrain, en fin de compte, avec des modules de plusieurs couleurs, orange, bleu, mauve et vert. Vert, en fin de compte, on veut coller des modules de type vert, de type différent pour faire plus de points. Les mauves sont la science. Les bleus et les oranges vont être surtout des générateurs de ressources. Puis, il y a vraiment des ressources de base et des ressources avancées, ce qui m'amène à la deuxième option. Soit on obtient un module ou soit on va chercher des ressources et quand on active un worker puis qu'on le tourne, au lieu de prendre un module sur le plateau, on va tourner les hexagones pour augmenter la valeur de ressources qu'on a. Fait que c'est pas des jetons qu'on obtient, j'ai 6 pépites d'or. C'est vraiment, on va tourner, c'est des insectes en fin de compte qu'on mangerait. Fait qu'on peut tourner le module pour avoir plus d'insectes ou plus d'oxygène ou plus de glace. Donc, Humanity, je vous conseille fortement de l'essayer. Wow. Il est aussi disponible sur BGA. Très, très, très plaisant. Vraiment hâte d'essayer ça. C'est une nouveauté qui m'appelle beaucoup. Good. Ce qui nous amène au coup de cœur du Père Noël.
Alors, le Père Noël m'a envoyé son coup de cœur, personnellement, fait qu'on va le dire pour lui parce qu'il y a une extinction de voix. Je pense qu'il a attrapé froid sur son traîneau. Donc, le coup de cœur du Père Noël cette année et pour les 40 dernières années, c'est le jeu Acquire. C'est un jeu de 1963 de Sid Saxon. Et on va acheter des actions d'entreprise. On va installer ça sur le plateau et plus les compagnies vont grossir, les grosses compagnies vont manger les plus petites compagnies. Et là, les actions vont comme se revendre et se revendre. Et là, on va faire de l'argent avec ça. Et on voit ici, je suis en train de montrer la version probablement de 1963 parce que, comme je disais, c'est un assez vieux jeu. Mais j'ai joué avec une version un petit peu plus récente. Et quand les compagnies vont être achetées, ils vont pouvoir revenir. Donc, tu as le choix de vendre tes actions ou les garder en espérant que la compagnie revienne et regrossisse à nouveau. Puis là, ben, tu peux te faire une espèce de gros stock de stock, justement, d'actions de la compagnie. C'est un jeu super simple pour vrai. C'est un jeu de 1963, on s'entend, là. Puis ça marche encore. J'ai joué à ça chez Sylvain de l'école du jeu, justement, avec d'autres amis, avec Jimmy Dorion. Et puis, on a eu un fun fou. Il y avait Jean-François Gauthier aussi. On a rigolé au bout. C'était vraiment plaisant. Puis c'est ce que j'ai aimé pour un jeu de 1963. La partie a un nombre de tours, je dirais pas connu, mais quand une certaine entreprise devient à 42 ou 43 là, de taille, ça met fin à la partie. Et là, on compte l'argent qu'on a. Et c'est très difficile de savoir qui gagne. Fait que j'ai trouvé que pour un jeu de 1963, c'était comme au goût du jour de ne pas vraiment savoir trop. Tu sais, tu joues jusqu'à la fin, puis jusqu'à la fin, tu peux avoir un petit peu d'espoir de gagner. Donc, j'ai vraiment trippé. Avez-vous déjà joué, vous autres? On n'a pas joué à Acquire dans sa version soit originale ou celle que toi, tu as joué. Par contre, toi, Danny, tu avais backé un Kickstarter qui s'appelle Dawn of Ulos. Dawn of Ulos de Keith Majeka qui a fait la série Role Player et tous les autres, là, qui a fait un univers. Puis en fait, c'est la même mécanique. Et au lieu d'être des actions de compagnie, ben, c'est des races ou des espèces, des elfes, des nains, des ogres, vraiment des races. Mais c'est la même mécanique littéralement que Acquire. Donc, sauf qu'il va y avoir des combats. Ouais, avec les races, dans le fond, c'est qu'il va y avoir un combat. Au lieu d'avoir juste le gros qui mange le petit, il va quand même une possibilité là, de se défendre. Mm-hmm. Je dis pas que c'est simple pour le plus petit des deux, mais c'est quand même possible de le faire. C'est peut-être la nuance qu'il y a à faire entre les deux versions, selon ce que tu nous en as. Comme quoi qu'il n'y a pas d'âge pour une bonne mécanique de jeu. Là. Ouais. Et voilà, les bonnes mécaniques vieillissent bien, comme le Père Noël d'ailleurs. J'espère à la maison que vous avez été sages parce que c'est le temps des listes de cadeaux et là, on vous a donné quelques idées. Alors, c'était nos coups de cœur pour le mois de novembre. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci. Bye bye tout le monde. Bye. Salut. Si un jour on m'avait dit que j'allais mettre un jeu pour enfants dans ce top. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci une fois de plus David de m'inviter dans cette vidéo afin de vous présenter le jeu que j'ai le plus aimé en novembre dernier. Il s'agit de Kids Chronicles, la prophétie du vieux chêne. Kids Chronicles est axé plus familial, vous pouvez le jouer avec des enfants dès 7 ans. J'avoue que j'ai joué avec des enfants qui étaient plus jeunes que ça et ça s'est super bien passé. Dans Kids Chronicles, vous allez absolument devoir installer une application sur votre mobile ou votre tablette pour pouvoir jouer. Je sais que c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas adepte, mais cependant, laissez-vous charmer parce que vraiment l'application apporte un plus à ce jeu. Vous allez partir en quête d'amulettes afin de sauver la forêt et d'atteindre la mission ultime. À chaque fois que vous découvrez un nouveau lieu, cela vous donne le droit de découvrir une nouvelle scène en 3 dimensions sur votre tablette ou votre mobile que vous allez pouvoir explorer. Donc il va falloir tourner l'écran ou alors le faire défiler avec le doigt afin de repérer des objets, des personnages ou des nouveaux lieux adjacents sur lesquels vous allez pouvoir vous déplacer. Donc dans Kids Chronicles, dès que vous rencontrez un personnage, vous pouvez lui parler de n'importe quel autre personnage, il pourra interagir, il pourra vous dire s'il connaît cette personne, où est-ce qu'elle peut se trouver, quelles sont ses caractéristiques, mais vous allez aussi pouvoir lui faire parler de tous les objets que vous aurez ou non en votre possession, c'est-à-dire que si vous êtes en quête d'un objet spécifique, vous allez pouvoir lui en parler, il va vous donner des indices quant à sa localisation, son utilité, etc. Les parties durent en moyenne de 30 minutes à 1 heure, ce qui en fait vraiment un jeu facile à sortir avec les enfants. À chaque fois que je les fais jouer,
Les enfants étaient tellement à fond qu'on n'a pas vu le temps passer, on a même enchaîné les missions. Côté adulte, ça en fait vraiment un jeu palpitant également parce que le fait de pouvoir vraiment interagir avec chaque objet, chaque espace et chaque personnage, ça apporte vraiment un petit plus. J'ai rencontré aucun bug dans cette boîte et c'est vraiment ça qui fait que il est là aujourd'hui dans mes coups de cœur. J'ai été vraiment très très agréablement surprise par ce jeu, donc si vous cherchez encore un petit cadeau dernière minute pour Noël, pour une famille, Kids Chronicles sans hésitation. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour le mois de novembre dernier qui est le jeu Eos Islands of Angels. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? C'est un petit Kickstarter qui avait pas fait énormément de vagues, dans lequel les joueurs vont incarner différentes nations et on va avoir un navire avec ses membres d'équipage qui vont se promener autour d'une île sur laquelle et autour de laquelle il y a plein de démons et d'archidémons. Sur cette île-là, il y a également des espèces d'anges fossilisés qu'on va tenter de réveiller pour aller chercher divers bonus. C'est un jeu compétitif dans lequel on va tenter de faire un maximum de points de victoire. Et grosso modo, mécaniquement, de la façon qu'il marche, pour y aller rapidement, on choisit notre nation. Notre nation vient avec 5 membres d'équipage spécifiques, qui sont tous les mêmes, mais qui fonctionnent différemment d'une nation à l'autre. Et à son tour de jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une espèce de petite carte qui représente notre navire et on a 5 pions d'activation sur cette carte-là. À son tour de jeu, donc, on a 2 choix. Soit on prend un pion d'activation le plus à droite et on le place sur un membre d'équipage pour l'activer. Si on décide de faire ça, bien, on va faire l'action de ce membre-là. Ça va dépendre de la nation et du membre d'équipage qu'on a choisi. Et nos membres d'équipage s'améliorent au fur et à mesure que la partie avance. Donc, les actions sont de plus en plus efficaces. Donc, soit on prend un ouvrier puis on le place sur un membre d'équipage et on l'active. Soit on récupère tous les ouvriers qu'on a placés sur nos divers membres d'équipage en pouvant en placer maximum 1 par membre d'équipage. Donc, on peut activer les 5 maximum une fois dans une séquence de jeu. Fait que soit on en place un, soit on récupère tous nos pions puis on les ramène sur notre petite carte de navire. Puis là, plus on a pris de pions quand on a fait ça, plus on active un grand nombre de bonus. Fait que si je veux réactiver le personnage qui me permet de déplacer mon navire une deuxième fois, ben, je dois rappeler mes ouvriers plus rapidement pour pouvoir le réactiver. Par contre, je vais débloquer des bonus moins puissants sur ma carte de navire parce que je rappelle moins d'ouvriers quand je le fais. Fait que cette tension-là est très intéressante dans la façon dont ça se joue, puis on peut aller chercher plein d'améliorations. Il y a des cartes objectifs qu'on peut aller chercher. Les améliorations, on va les placer sur nos membres d'équipage ou notre navire. Ça va améliorer nos différents spots de worker placement. On peut aller chercher des espèces de cartes d'action spéciales qu'on peut jouer en activant certains bonus. Puis ça va nous donner un paquet de petits bonus de déplacements gratuits, des attaques, de la défense, etc. C'est intéressant le système de défense, comment il fonctionne quand on attaque des démons. Il y a des actions spéciales qu'on peut faire quand on va chercher des anges fossilisés. On peut les transformer pour qu'ils nous protègent ou on peut les garder. Ça va nous faire des spots d'action de plus parfois. Il y a plein de trucs qu'on peut débloquer. On a une action secondaire gratuite à tous les tours de jeu qui nous permet, encore une fois, d'aller chercher divers bonus. C'est un jeu un peu salade de points dans sa façon de faire. On va avoir des objectifs à faire, les upgrades qu'on va mettre vont valoir des points de victoire, les cartes d'action qu'on va avoir jouées vont valoir des points de victoire, tout des points de victoire, puis on essaie d'en avoir le plus. Mais j'ai trouvé, il y a des petits problèmes au niveau de la production, mais sinon, à part ça, j'ai trouvé que pour un petit Kickstarter, c'est un jeu très chaleureux, très intéressant, facile à expliquer, facile à jouer, pas super long. Donc voilà, c'était mon coup de cœur pour le mois de novembre, Islands of Angels. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Guillaume Spookineo de la communauté du professeur Board Game. Merci David de l'invitation afin que je puisse vous présenter mon coup de cœur de novembre 2023. Mon coup de cœur est aussi un coup de cœur de la famille. C'est donc un jeu qui est familial et qui est récemment entré sur le marché. Je vous présente donc Les Aventuriers du Rail, les légendes de l'Ouest, avec ma grande fille, Alexis. Les légendes de l'Ouest, c'est la version évolutive des Aventuriers du Rail. Alexis, peux-tu nous dire pourquoi tu aimes les légendes de l'Ouest? Parce qu'en avançant de partie en partie, on découvre plus de choses, mais quand on avance, comme nous, on est à la partie 8 ou 9, ben, ça dure 1h30, 1h45. Fait que ça devient plus long de partie en partie. Oui, ça c'est un des points négatifs qu'on s'est rendu compte, où est-ce que les premières parties duraient une vingtaine de minutes, 30 minutes. Alors, donc on pouvait en jouer 2, 3. Mais là, les parties avec l'aspect évolutif qui rajoute des éléments sur le plateau, qui rajoute de nouvelles règles et tout ça, ça fait en sorte que les parties sont beaucoup plus longues. Malgré ça, je crois que c'est le seul aspect négatif que je pourrais nommer sur le jeu, parce que le reste, c'est vraiment excellent.
On a beaucoup de plaisir. C'est un happening à tous les week-ends. C'est dur de placer un jeu d'1h30 en semaine, mais à tous les week-ends, on se fait un plaisir de vraiment se réserver du temps en famille pour pouvoir jouer aux légendes de l'Ouest. J'ai même ma plus grande, qui est une adolescente, qui, elle, s'est empêchée d'aller chez une amie parce qu'elle voulait jouer aux légendes de l'Ouest avec nous. Donc, c'est une adolescente. Ça résume beaucoup comment que le jeu est apprécié ici. Les Aventuriers du Rail, pour nous, on est des habitués de ça. Ça fait depuis au moins 5 ans qu'on joue à ça en famille. Alexis a été introduite aux Aventuriers du Rail. Elle avait à peu près 6 ans, 7 ans. Donc, elle est habituée avec les mécaniques. Les nouvelles mécaniques qui sont intégrées là-dedans sont très bien aussi. Alexis s'y est habitué. Si vous aimez les Aventuriers du Rail, je ne vois pas pourquoi que vous apprécieriez pas les légendes de l'Ouest. C'est vraiment un excellent jeu. On se fait un plaisir de jouer à ce jeu-là à tous les week-ends. On n'a juste pas hâte le jour que ça va être terminé. 2 beaux pouces en l'air, un excellent jeu de famille. Vraiment, chapeau. Sur ce, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et une très bonne année. Et je vous souhaite beaucoup d'heures de plaisir ludique avec vos jeux favoris. Merci. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour ce qui est du dernier coup de cœur de l'année, parce que oui, on a déjà rendu au temps des fêtes. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un bon temps des fêtes en famille. C'est l'occasion idéale pour vous de partager votre passion des jeux de société. Donc c'est ce que je vous souhaite, un temps des fêtes ludique. Alors, comme coup de cœur, cette mois-ci, j'aurais pu y aller avec Dice Throne, qui est un grand classique, qui arrive avec une extension, un stand-alone de Noël, parce que c'est confrontation du Père Noël contre Krempou. Et le Père Noël se défend à coups de mug de chocolat chaud, probablement. Quiconque suit ma chaîne sait que j'ai une belle collection de mugs de café, parce que oui, à chaque samedi, je vous reçois avec ça. Donc, bonne idée cadeau si vous avez des gamers autour de vous qui aiment la franchise et ça vient tout juste d'arriver. Je vais plutôt y aller pour celui-ci, donc Barcelona. C'est un jeu de la compagnie Board & Dice. Je ne suis pas un plus grand fan de la compagnie Board & Dice parce qu'on fait de très bons coups et de moins bons coups. Et on arrive avec un auteur peu connu qui est Danny Garcia, mais une thématique d'urbanisation parce que c'est ce qu'on va devoir faire. Donc on est au milieu du 19e siècle. Barcelone à l'époque est la ville la plus densément peuplée en Europe et on va devoir créer de nouveaux quartiers. Pour ça, on fait affaire avec ce qui maintenant est reconnu comme le père de l'urbanisme. Donc c'est Cerda qui va faire des plans et nous, en tant que constructeurs, on va développer la ville. Donc c'est un jeu à la gestion de ressources. On a très peu de ressources, ça c'est de l'or ou du tissu. Et on va interagir sur un plateau en posant des personnes qui vont demander des logements. C'est soit des ouvriers, soit la classe moyenne ou soit la haute bourgeoisie. Et on va comme ça piocher des cartes, des jetons dans un sac, les mettre sur le plateau. Ça va automatiquement déclencher des actions de construction. Donc c'est une obligation de construire. C'est très intéressant. Donc ça incite à l'interaction entre les joueurs. Et c'est ce qui est très fort dans le jeu parce qu'il y a énormément d'interactions entre les différents joueurs. À chaque tour, on se doit de regarder ce que les autres font. C'est pas un jeu dans lequel on est dans notre petit territoire. On va devoir développer notre salade de points parce qu'il y a énormément de façons de faire des points. On parle de plus de 200 points dans ces jeux-là. Donc, très bon jeu, beaucoup d'interactions. Le solo est quand même bien également. On a de 3 degrés de difficulté, même 4 je pense, avec un deck de 8 cartes si ma mémoire est bonne. Beaucoup de façons d'aller vers la victoire, c'est pas juste une façon de jouer, à chaque fois on va pouvoir rejouer. Bref, je suis d'accord avec toi David, il méritait sa note de A, donc un premier de classe pour l'année 2023 avec Barcelona. Alors David, j'attends ta suggestion. Bye tout le monde, à la prochaine. Salut les gamers, pour mon coup de cœur du mois de novembre 2023, j'y vais avec un gros jeu expert qui s'appelle Hégémonie. C'est un jeu qui va simuler le système capitaliste dans un gros jeu de gestion de ressources euro. Les joueurs vont avoir des factions qui sont asymétriques. On va avoir un joueur qui va faire la classe ouvrière, un joueur qui va faire la classe moyenne, un joueur qui va faire le capitaliste et un joueur qui va être l'État. On va avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. On a une économie qui est un peu fermée à l'intérieur
l'intérieur du jeu. Donc, le joueur ou les joueurs qui ont les classes ouvrières et moyennes vont avoir des meeples d'ouvriers et c'est eux qui vont envoyer dans les différents magasins ou dans les usines pour pouvoir travailler, gagner des salaires. Mais ces usines-là ou ces magasins-là ou ces hôpitaux, ces écoles-là vont appartenir à des joueurs, donc soit aux joueurs qui ont l'État, soit aux joueurs qui sont le capitaliste. Donc, ils vont essayer d'ouvrir des entreprises pour que nous, on ait de la place pour envoyer nos ouvriers, pour les faire travailler. Mais c'est les joueurs aussi qui doivent nous payer des salaires. C'est un jeu aussi, on va avoir une phase de politique, de négociation, où les joueurs vont tenter de proposer des politiques pour essayer de les avantager. Donc, soit des politiques qui vont avantager les ouvriers ou des politiques qui vont avantager l'État ou les propriétaires d'industrie. On va avoir une phase d'influence qu'on va tirer des cubes dans un sac pour pouvoir savoir qui va voter. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est vraiment la force du jeu. Donc, la symétrie qui est réussie à merveille à l'intérieur du jeu. Et tout ça dans un thème, oui, un thème économiste, un thème de sciences humaines, de politique, mais c'est tellement bien fait qu'on l'a pas dans la gorge, puis même si on n'est pas nécessairement des gros fans de politique, je pense qu'on peut vraiment y trouver son compte avec le gameplay, tellement le gameplay est bien ficelé, et c'est ça, c'est vraiment un bon jeu de gestion, un bon jeu euro intense, c'est des parties qui vont quand même durer un 3-4 heures, donc c'est un jeu de longue haleine, mais ça a vraiment été une belle partie de découverte pour Hégémonie, qui est mon coup de cœur pour le mois de novembre 2023. Encore une fois, merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment coup de cœur, donc pour ce mois-ci. On va en profiter pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes, donc profitez du petit congé de Noël pour vous ressourcer, aller voir vos proches, vos amis, votre famille et évidemment jouer avec vos jeux de société. Donc prenez le temps de vous amuser pendant les fêtes. Donc joyeux Noël à tous et bonne année. On va se revoir en 2024 pour continuer les segments coup de cœur. Donc bye tout le monde, continuez de gamer. Ah! T'es tannant, Clark. Oui, t'es tannant.